Et alors Gaslighting est vraiment basé sur le film Gaslight, donc Hantise dans son titre français, qui est un film de Georges Cukor, 1944, il ne faut pas que je dise de bêtises, dont on va parler, et qui fait d'ailleurs la couverture du livre, et puis surtout qui est extrêmement cité et développé dans le livre. Donc est-ce que le cinéma, de manière à la fois peut-être personnelle mais aussi professionnelle, a été l'endroit du début de tout ça? Oui, moi, effectivement, même à l'époque où j'ai fait des études de philosophie, disons, enfin académique, traditionnelle, une agrégation, une thèse sur Kant. Mais c'est vrai que même à cette époque-là, j'avais commencé en fait à écrire sur le cinéma. Alors académiquement, c'était qualifié d'éclectisme à l'époque, ce qui était plutôt une injure, je pense, académiquement. Mais pour moi, effectivement, la recherche ou la curiosité ou les objets de pensée n'étaient pas... ce qui comptait, c'était la méthode de pensée, et c'était pas le lieu même, comment dirais-je, le lieu, le pays, enfin appelons ça comme on veut, sur lequel s'exerçait, disons, ma pensée. Et quand j'ai écrit mon premier livre sur Jacques Rivette, qui s'appelle Jacques Rivette, Secret compris, pour moi c'était au fond un livre de philosophie. En revanche, je dirais qu'il y a une spécificité pour moi du cinéma, qui n'a pas toujours été... qui continue peut-être pas tellement à être vraiment perçu, c'est-à-dire ça reste encore le cinéma, parce qu'il s'agit soi-disant d'images. Je ne pense pas qu'il y ait des images dans le cinéma, je pense qu'il y a plutôt des visions, que ce n'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, le cinéma, à cause de cette idée qu'il y aurait des images dedans, et sert souvent à illustrer, en fait. Et même, il est arrivé d'ailleurs qu'il y ait des émissions de philosophie ou d'autres émissions, enfin, je pense à des émissions de radio, dans lesquelles on parlait, enfin, les gens parlent d'un thème, etc. Et il y a une illustration avec le cinéma. Alors moi déjà l'illustration, en général je trouve ça absolument inintéressant, c'est intéressant à titre de papier peint, disons, de décor, donc c'est pas du tout un outil de pensée, l'illustration, et surtout ça fait qu'on manque, à mon avis, le spectateur manque ce qui est dès l'origine vraiment, je dirais la matière même, presque l'essence, il fallait employer un mot un peu ontologique du cinéma, qui est sa force de pensée politique. Je pense que c'est de tous les arts celui qui a, peut-être même le seul qui a cette puissance d'avant-garde, d'être toujours à l'avance sur politiquement ce qui va se passer, d'avoir une sorte de... Enfin, il s'agit, je disais, il n'y a pas d'image, mais il y a de l'hypnose dans le cinéma. Hein. C'est né en même temps que l'hypnose, d'ailleurs. C'est né en même temps que la psychanalyse. Ça se passe dans le noir. Dans le noir, d'où des images vont surgir de notre regard aveugle. C'est un art populaire, et c'est très important de rappeler qu'au départ c'est fait pour faire de l'argent, le cinéma, ça continue d'ailleurs, et que cette dimension-là économique de ce que Rivette appelait aussi la crapulerie du cinéma, qui pose aussi des questions éthiques et des questions de pouvoir, elle est là dès le début. Donc tout ça est présent en fait, et fait que je pense que c'est pas du tout un hasard si ce film-là effectivement de Georges Cukor, Gaslight, qui s'appelle donc Hantise en français, film qui est sorti donc en 1944, n'a pas été seulement, disons, un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre, mais enfin, Cukor n'a fait que des chefs-d'œuvre, donc si c'était que ça, ce ne serait pas totalement original, mais a été même reconnu comme tel par la bibliothèque du Congrès états-unienne il y a une dizaine d'années, reconnu comme un des films qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, il y a vraiment eu un avant et un après, et c'est pour ça, en fait, c'est cet objet de pensée. Alors pour moi, c'est parti d'un mot, parce qu'effectivement, bon, j'ai une formation de philosophe, mais j'écris, enfin, je suis écrivaine, il faut que je dise écrivaine maintenant, je le dis en plus. Bref, je suis écrivaine. J'écris des romans, j'ai écrit beaucoup de romans, j'essaye d'écrire de la littérature. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire du gaslighting, c'est la question du langage. Effectivement, au départ, c'est un mot. Moi, dans mon livre, mon but était de le transformer en concept. Un mot et un concept, c'est absolument pas la même chose, hein, c'était toute la question qui se posait à moi. Mais moi, quand il y a assez longtemps, je ne sais plus quand, mais il y a peut-être 15 ans, un truc comme ça, j'ai entendu, parce que je suis aussi traductrice, j'ai entendu dans un film ou une série états-unienne le mot gaslighting,
aussitôt, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, est-ce que ça serait lié au film de George Cukor? J'ai regardé, j'ai vu qu'en effet, c'était le film de Cukor, Gaslight, donc Lumière à gaz, hein, en anglais, qui avait permis la création de ce mot dans la langue états-unienne, sachant que, et encore une fois, ça rejoint ce que je disais au début, le génie, disons, un des génies de la langue états-unienne, fort sous-estimé, je pense, par les Français, qui la parlent mal d'ailleurs, c'est précisément sa puissance d'invention permanente, hein, alors qui est liée beaucoup à la pop culture, à la musique, mais qui est liée aussi énormément au cinéma, originellement, hein, et de voir comment, en fait, à partir d'un film, alors qui au départ était un film anglais, quelques années avant Cukor, qui était au départ une pièce de théâtre, ensuite un film anglais, et puis la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer va racheter les droits en fait de ce film qui entre-temps est devenu aussi une comédie musicale à Broadway, donner les droits à George Cukor, et là il va faire tout à fait autre chose en fait. Il va faire tout à fait autre chose d'abord parce que la société victorienne, l'époque victorienne dans laquelle est situé originellement le film et la pièce de théâtre, hein, donc société anglaise, ça se passe à Londres, c'est historiquement un des pires moments de régression, enfin je veux dire, comme disait Spinoza ou Timmy Barbarorum, les barbares ne cessent d'améliorer leurs moyens d'être barbares, donc c'est disons un des derniers moments en date de recul social qui a essentiellement touché d'ailleurs hein, les femmes et les enfants, donc la société victorienne anglaise. Donc la pièce se passe à ce moment-là. Cukor n'est pas, enfin, se rend contre-fou de la société victorienne en réalité, il la prend comme décor. En revanche, le film, il le tourne donc, le film sort en 1944, il le tourne en 1943-1944. Cukor est juif, sa famille est en Hongrie, enfin il est né à New York, mais il y a pour lui, en tout cas c'est mon hypothèse sur ce film, une de mes hypothèses, il y a cet arrière-plan, cette question du nazisme hein, qui est présente en dehors des murs de la maison où se tourne le film et puis en dehors des studios de la MGM où se tourne le film, qui pour moi va être vraiment le cœur même de la révolution que Cukor va apporter, c'est-à-dire d'une certaine manière documenter ce qui se passe, mais aussi en faire le présage, hein, parce que au moment où il tourne, il ne connaît pas ni lui, ni à part quelques émissaires du Vatican, des États-Unis et de la Croix-Rouge suisse, peu connaissent l'ampleur de l'extermination des Juifs et des Tziganes, entre autres menée par le nazisme. Mais il y a quelque chose de ce pressentiment-là dans le film qui fait que très vite ce terme, quand il va entrer dans la société états-unienne, donc, puisque je retrace la généalogie, dès 1948, c'est-à-dire quand des femmes, des spectatrices qui ont vu ce film qui a eu énormément de succès, qui a eu 2 Oscars, voient ce film en fait. Et à ce moment-là, et c'est exactement pour cette raison, je dirais, je parlais d'ontologie tout à l'heure, mais je pense ontologiquement que le cinéma a cette force médiumnique et politique qui est que les films que nous regardons nous regardent autant que nous les regardons. Des femmes, des spectatrices qui voient ce film se disent mais en fait ce que ça raconte c'est ma vie conjugale. Et à une époque où le divorce, à une époque d'énormes régressions sociales, hein, donc après la Seconde Guerre mondiale, donc dans ces mouvements historiques où à chaque fois la société est obligée de convoquer, de mettre les femmes au boulot pendant les guerres parce que les hommes ne sont plus là, donc les femmes ont travaillé, elles ont été en usine, etc. Elles ont été renvoyées par un phénomène systémique, disons, de backlash qui fait qu'elles sont renvoyées chez elles. Et non seulement elles sont renvoyées chez elles, mais tout est fait pour que très jeunes, dès même l'école, le lycée, toute forme de, comment dirais-je, d'émancipation, évidemment la possibilité même d'un avortement, la possibilité même de ne pas se marier, la possibilité de faire des études, etc. Tout ça soit interdit peu à peu aux femmes. Donc en 1948, des femmes voient ce film, prennent un avocat et demandent à l'avocat de plaider que ce qu'elles vivent, c'est ce que Ingrid Bergman vit dans le film de George Cukor. Et donc c'est comme ça que le terme apparaît, mon mari gave me the gaslight treatment, il m'a traitée comme l'héroïne du film de Cukor est traitée par son mari. Donc dès le départ, il y a vraiment cette question assez inouïe en fait, hein, d'un mot, au départ c'est un mot qui rentre donc dans la langue, qui devient un gaslight treatment, une expression qui va devenir au début des années 60 sous la plume d'un anthropologue Wallace un verbe
to Gaslight Someone, qui va devenir une catégorie de la psychiatrie états-unienne, anglo-saxonne, et puis ensuite, avec la première élection de Donald Trump, qui va devenir là vraiment un outil d'analyse politique globale, puisque à ce moment-là, des analystes politiques aux États-Unis vont dire, en fait, c'est notre pays entier qui est gaslighté donc, par Donald Trump. Donc en fait, c'est toutes ces étapes-là, avec au milieu évidemment le moment où les luttes féministes vont s'emparer de ce mot dans les années 70, qui m'a... Enfin, je suis trop longue, je te laisse pas parler. Voilà. Qui fait que donc j'ai voulu, en fait, en étudiant, si vous voulez, la généalogie de tous ces termes-là, essayer ensuite, en subsumant tous ces termes, comprendre dans quelle mesure il était possible d'en faire un concept, c'est-à-dire de penser le lien, la continuité qui existe entre la violence conjugale telle qu'elle est décrite dans le film de George Cukor et la violence politique telle que, à laquelle conduit justement le gaslighting. Le fait que ce n'est pas isolé ce qui se passe à l'intérieur de cette maison et de cette raison, puisque historiquement la raison des femmes et la maison des femmes, hélas pour elles, est intrinsèquement liée de par le confinement de normes qui les a poussées à être, qui les a contraintes à devenir folles d'ennui entre quatre murs d'une maison. Donc cet ennui à mourir, qui est l'un des mots aussi, l'une des définitions possibles de ce gaslighting, quel lien a-t-il avec, par exemple, un homme comme Trump, un homme politique comme Trump, une Giorgia Meloni, une présidente de région ici? C'est la même question, en fait. Non, mais c'est pas, je dis pas ça pour faire des blagues nantaises, c'est vraiment la même question. Et le fait précisément qu'il s'agisse, bon là en l'occurrence d'enlever de l'argent à un festival de philosophie, c'est absolument cette question-là, puisqu'il s'agit dans le gaslighting de détruire peu à peu tout ce qui fait d'un être humain un être humain, sa continuité psychique, sa mémoire, ses souvenirs, mais aussi ce qui fait la possibilité même d'une pensée. J'ai traduit il y a longtemps les origines du totalitarisme d'Hannah Arendt, et une des choses que dit Arendt dans ce texte, c'est que la condition même de la pensée pour un être humain, c'est d'avoir un dialogue avec soi. C'est-à-dire que, en fait, dès le départ, avant même de parler avec quelqu'un, la pensée est déjà une forme de conversation avec soi-même. Et pour ça, dit Arendt, il faut avoir confiance. Il faut qu'il y ait un sentiment de confiance dans l'existence même d'autrui, même si autrui n'est pas là présent réellement. Il faut faire confiance dans la possibilité, faire confiance psychiquement, on pourrait dire, dans la possibilité qu'autrui soit là. Donc tout ça, précisément, qui précède, qui est la condition même de possibilité d'une pensée et d'une parole, c'est ça qui s'exerce évidemment donc dans la philosophie, c'est pour ça que je parlais du festival, mais tout ça, c'est ce qui est détruit peu à peu dans une sorte de crime parfait par le gaslighting. Alors, merci, ça me permet de retirer plein de petites notes que j'avais mises, puisqu'il y a déjà tout un panel de présentations qui est faite là dans cette première intervention. Je voulais juste donner rapidement la forme du livre Gaslighting. Vous l'aurez donc évidemment compris, ce n'est pas un livre uniquement sur un film et sur les effets domestiques éventuellement de ce gaslighting, mais en effet c'est un livre extrêmement politique et à plein d'endroits, dès la première partie qui est baptisée La femme évaporée, il y a 6 chapitres et dès le 6e chapitre il est immédiatement question de ce changement d'échelle que tu viens d'expliquer, de rentrer en politique avec la première élection de Trump et puis les effets en effet d'un gaslighting à grande échelle, c'est-à-dire un peuple entier sous la domination d'un gaslighter, en l'occurrence Donald Trump aux États-Unis ou d'autres à différentes échelles. Et ensuite tu découpes le livre en 4 actes avec de grandes figures féminines qui sont souvent d'ailleurs des personnages dits de fiction, mais qui vont être les différentes étapes aussi d'un phénomène de gaslighting avec une tentative de reprise de pouvoir aussi. L'acte 1, c'est Parler avec Alice, donc la Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. L'acte 2, Écouter Hélène de Troyes. L'acte 3, Croire Cassandre, et l'acte 4, Rire avec Antigone.
bon, c'est pas pour vous dévoiler complètement le livre si vous ne l'avez pas encore lu, mais il y a voilà, de quoi nourrir énormément de réflexions au fur et à mesure de ce développement. Et si on en revient au mot gaslighting, dans le chapitre 1, un film, tu proposes ceci: évaporation est la transposition en français du mot états-unien gaslighting. Ma traduction contient une interprétation. Et cette idée d'évaporation que tu poses là dès le début, ensuite tu notes d'ailleurs que tu n'utiliseras que le mot gaslighting ou gaslighter pour le transposer en français et le rendre verbal en français tout au long du livre. Mais il y a cette question d'évaporation qui est primordiale et qui serait justement sur cette idée un peu gazeuse de disparition. Ça, c'est une traduction que tu proposes ou c'est une traduction assez littérale? Parce que finalement, comme tu le disais, gaslight, donc les lumières à gaz, en plus ça correspond à quelque chose d'assez ancien quand on allumait les réverbères ou avec du gaz. Et puis en 1944, le gaz était assez, disons, enfin, comment dirais-je, enfin, bref, le gaz en 1944, quoi. Je crois que je vais pas finir ma phrase. Non, ben, je pense que c'est assez explicite. Il y a cette question de la matière, voilà. L'évaporation, c'est un changement d'état de la matière, de l'eau vers le gazeux. Il y a quelque chose de très organique aussi dans la manière dont tu approches ce terme. Et dans ce livre, on n'est pas uniquement sur le développement d'un concept qui pourrait rester très intellectuel. Il y a aussi quelque chose de très, je trouve, organique, matériel, sensoriel aussi. Il y a l'œil évidemment avec le film, mais il y a d'autres. Je me permets de continuer un tout petit peu. Il y a juste avant ce chapitre 1, dans l'introduction, tu écris « Pchit ». Voilà le bruit excessivement léger que font les femmes en s'évaporant, presque un silence. Cet essai en forme d'enquête monte le son. Alors ça me parle parce que, homme de radio, ça m'intéresse de voir les endroits du son. Donc il y a aussi de l'oreille, enfin il y a différents sens qui sont convoqués à la lecture de Gaslighting. Oui, alors Pchit, c'est du côté du numéro de prestidigitation, hein, parce qu'effectivement, je pense que ce qui est assez fascinant dans cette question du gaslighting, et ce qui faisait sans doute que, bon, ben, de fait, personne n'avait écrit, en fait, n'avait eu l'idée d'écrire sur ce livre, y compris d'ailleurs dans le monde littéraire anglo-saxon, hein, où il y a des livres, disons, il y a eu des livres de psychologie, mais il n'y a pas eu des livres qui essayaient de le penser comme concept. Dans le film même de Cukor, il y a une scène il y a le souvenir d'un numéro de prestidigitation, mais de fait, il s'agit, si on s'en tient au départ à la question du langage. Donc, quand, je disais dans les années 60, quand le terme apparaît sous la plume d'un anthropologue qui s'appelle Wallace, et puis apparaît dans la psychologie, la psychiatrie états-unienne, la question, au fond, par laquelle on pourrait résumer le gaslighting, c'est comment rendre fou quelqu'un qui ne l'est pas. Alors évidemment, si on fait ça avec les femmes, tout de suite c'est beaucoup plus facile, hein, comment rendre folle une femme. C'est assez simple, hein, il suffit de lui dire qu'elle est folle, puisqu'il y a tellement de millénaires, disons, toute une tradition millénaire, c'est presque de la sagesse populaire que les femmes sont folles, donc si on en croit... Non, j'allais dire Jacques Lacan, mais Jacques Lacan dit que les femmes n'existent pas, donc c'est l'étape d'après. La femme n'existe pas, pardon, tout de suite ça prend beaucoup plus de puissance conceptuelle. Donc, c'est la question, voilà, comment rendre fou quelqu'un qui ne l'est pas? Alors concrètement, dans le film de Cukor, c'est très simple en fait de rendre une femme folle, il suffit de lui faire un cadeau. Alors déjà c'est intéressant parce qu'un cadeau, théoriquement, enfin théoriquement, pas du tout théoriquement, un cadeau selon, pour reciter à nouveau Hannah Arendt, le sens commun, c'est-à-dire littéralement ce qui relie la signification des mots que nous employons et qui font que du coup nous pouvons les partager et nous comprendre et avoir un espace commun entre nous quand nous les employons. Donc cadeau, c'est censé être un bienfait, un signe d'amour ou d'amitié, de bienveillance, enfin quelque chose qui fait du bien à quelqu'un, en tout cas du moins dans l'intention. Là, le cadeau dont il est question, c'est en l'occurrence une broche que le mari d'Ingrid Bergman. Alors, dès le début, je suis obligée de revenir aussi sur le mot mari, parce qu'il se trouve que cet homme, il est en fait déjà marié. Ce qui veut dire que, et ça c'est vraiment assez passionnant dans le film de Cukor, que donc il est bigame, hein, puisqu'il a épousé Ingrid Bergman, mais comme il était déjà marié, ce qui veut dire que ce qui est cité par un philosophe comme Austin, comme l'exemple même d'un énoncé performatif, je vous déclare mari et femme, ben là avec le gaslighter ça marche pas en fait, parce qu'au moment où il a été déclaré mari de cette femme, étant déjà marié, bam, du coup,
il y a un effet de tromperie. Donc il y a déjà un effet de tromperie sur le mari, il y a un effet de tromperie sur le cadeau, puisque à peine a-t-il offert à sa femme, qui n'est pas sa femme, une broche, tout en lui disant que c'était la broche de sa mère qui était très précieuse. Tout ça est faux. Il lui dit, attention, cette broche tient mal, tu pourrais la perdre. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu perds beaucoup les objets ces derniers temps. Alors lui, il est un peu vieux, il est très pauvre, il a complètement raté sa carrière de pianiste, il a assassiné, tout ça, mais je ne vous spoil rien parce qu'on le sait dès le début du film. L'un des génies absolus du film de Cukor, c'est que ce n'est pas un film noir, ce n'est pas un thriller, c'est-à-dire que le but n'est pas de se demander, il n'y a aucun suspense sur qui a tué la cantatrice qui est morte avant le début du film, et puis qui va essayer de tuer la nièce de la cantatrice qui a hérité d'elle. Tout ça, on le sait dès le début, donc le suspense ne portera jamais sur qui est le coupable, mais pourquoi une splendide jeune femme, très intelligente, très douée, sublimement belle, très riche, donc très indépendante à l'époque victorienne où est censé passer ce film, va tomber dans le panneau complètement stupide d'un type qui n'a aucun intérêt et rien pour lui. C'est ça la question, mesdames. Pourquoi l'épouse-t-elle? Et même, dirait Cukor, avec ironie, en regardant ses spectatrices avec ironie et un pointe de désespoir, pourquoi même se marier, mesdames? Pas messieurs, parce que messieurs, on voit très bien pourquoi ils se marient. Dans le film, il n'y a aucun problème, on ne se pose même pas la question. Et de fait, l'un des génies, je dirais même l'éthique même du film de Cukor, éthique que j'ai absolument copiée à la lettre, puisque on a la même, donc je l'ai reprise, c'est de ne jamais faire de psychologie. Alors là, jamais. Horreur. Horreur de la psychologie. Quand j'écris des romans, je ne fais pas de psychologie. Mais alors, philosophie et psychologie, au secours, aucun intérêt. C'est-à-dire, pourquoi monsieur est méchant, je m'en contrefous, ce n'est pas le sujet du film, en réalité. La question, c'est comment un être humain peut se laisser déshumaniser de cette manière. C'est ça la question. À partir d'une expérience collective qui, effectivement, est celle des femmes, si on en retrace la généalogie, mais qui raconte encore beaucoup plus, si l'on peut dire, que cette généalogie de l'histoire des femmes ou de l'histoire des minorités, c'est-à-dire de toute forme de peuple à qui la crédibilité même de leurs paroles a été ôtée. Donc la question n'est pas pourquoi cette jeune dinde et cette pauvre fille, ou pour reprendre, je ne sais pas, il faudrait que je retrouve un terme misogyne de l'époque où je faisais de la philosophie et où j'en ai entendu beaucoup rue d'Ulm. Bref, pourquoi cette blondasse est débile et crédule? La crédulité, ça n'a aucun intérêt. Ce serait vraiment une catégorie misogyne. Les femmes sont crédules. Bon. Pourquoi sa propre parole est à ce point-là, si manque-t-elle à ce point-là tant de crédibilité qu'elle est capable de croire à un scénario aussi idiot, archétypal et idiot? Donc la question commence là, si bien que je disais, attends, j'étais partie dans un développement anti-psychologique. Oui, pourquoi j'aime pas la psychologie? Parce que, comme dirait Claude Chabrol, alors il le disait pas exactement sur la psychologie, il disait quand le fait divers s'approche, la politique s'éloigne. Donc quand la psychologie s'approche, la politique s'éloigne. Donc les mobiles, pour reprendre un terme kantien, pour le coup, les mobiles ne sont pas intéressants. Les mobiles ne sont pas intéressants. Et d'ailleurs, l'un des nombreux génies du film de Cukor, c'est qu'à les dernières paroles du mari, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Il part avec ce mystère-là et nous ne saurons jamais et nous nous intéresserons jamais à ce qui s'est passé dans la tête. Donc il ne s'agit pas de faire du développement personnel, de parler des pervers narcissiques ou de ce genre de choses, parce que tout ça, à mon avis, tout ce type de développement sont au fond des alibis à une forme de pensée, une forme de pensée libérale en réalité. Là, la question, elle est beaucoup plus radicale politiquement, telle qu'elle est posée par le film de Georges Cukor. C'est-à-dire, c'est une question qui interroge la norme elle-même. Je vais peut-être m'arrêter là 2 secondes. Alors, c'est une question que j'ai pu me poser en lisant le livre, ouais. Parce que tu reprends plein d'éléments du film. Tu poses exactement ce que tu viens de décrire, à quel point ce film à plein d'endroits est important et va développer une pensée assez complexe en fait sur cette question du gaslighting.
Mais finalement, on ne sait pas, mais peut-être que tu le sais, pourquoi, comment Georges Cukor a pu avoir l'intuition de créer déjà ce scénario-là, de le filmer de cette manière-là et d'amener cette réflexion-là, parce que même si c'est, comme tu le disais, quelqu'un qui a fait plusieurs chefs-d'œuvre, je ne sais pas si c'était à ce point sa pensée. On pourrait penser à une forme de... Je ne sais pas si c'est de miracle, parce que c'est un terme qui est à prendre avec beaucoup de pincettes. Un peu catholique comme terme pour Cukor. Ouais, un petit peu trop. Mais en tout cas, c'est comme si le film était arrivé exactement au bon moment et que presque peut-être ce qu'il véhicule, je ne sais pas si ça lui a échappé, mais je ne sais pas à quel point il l'a contrôlé. Non, pas du tout. Alors déjà, moi, je pense que les intentions... alors, pour le coup, je ne m'intéresse pas aux mobiles, je ne m'intéresse pas non plus aux intentions, comme disait Godard. Si vous avez des intentions, laissez des messages, il y a des répondeurs pour ça. Mais je veux dire, je ne pense pas du tout que ce soit... En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de me demander ce qu'il y a ni dans ma tête quand j'écris un roman, ni dans celle des autres quand j'en lis un. Je pense qu'il y a... Alors après, pour le coup... pour reprendre, et si on reprend la définition que fait Duncan du génie, qui est quand même très belle, le génie ne s'explique pas, et c'est pour ça qu'il ne se transmet pas d'une certaine manière. Je pense qu'il y a Cukor est du côté du génie, donc il a en permanence, je veux dire, c'est pas du tout un hasard ni un miracle, il n'a fait que ça depuis le début. Cukor a fait le premier grand film queer, il n'a fait que des films queer en réalité, parce qu'il était non seulement, il avait aggravé son cas, non seulement il était juif, mais il était homosexuel. Donc il a fait le premier grand film queer de l'histoire du cinéma. Moi je considère que le cinéma est queer ou ne l'est pas, mais enfin ça nous emmènerait vers une autre piste, qui est Sylvia Scarlett, 1937, avec Cary Grant et Katharine Hepburn, intéressant par rapport au thème masculin-féminin, puisque précisément Katharine Hepburn dans le film est censée être un homme, Cary Grant est Cary Grant, donc est-il un homme ou une femme? On s'en fout, il essaye d'être Cary Grant, de croire qu'il est Cary Grant, et il a eu cette phrase d'ailleurs assez très très intéressante, Cary Grant, de dire que les acteurs sont des actrices, donc il y a une féminisation en fait, en réalité, évidemment, par le cinéma. Et puis, dans ce film génial, Sylvia Scarlett, il montre comment ces questions du masculin et du féminin sont vraiment des constructions d'artifice, comme au cinéma. Puisqu'il y a un moment où Katharine Hepburn veut apparaître en femme, veut réapparaître en femme, parce qu'elle est amoureuse d'un personnage, d'un homme de l'histoire, pour qui elle était un garçon jusqu'à présent, et quand elle se dit bon je vais redevenir une femme, alors ça veut dire quoi redevenir une femme? Du coup je sais pas, je vais mettre une robe, mettre des talons et un chapeau, il la voit, il éclate de rire, ça marche pas en fait. Donc Cukor c'est ça Cukor, sans compter même son dernier film Riche et célèbre, sur deux écrivaines, qui est une sorte de leçon d'ailleurs autour de Proust, bref. Donc ces pressentiments-là, ils sont dans son film. Alors après, que ce soit à titre... Je pense que vraiment le génie, c'est qu'il arrive à tout prévoir finalement, y compris même du nazisme, de ce qui se passe à ce moment-là. Donc ah oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand tu parles d'évaporation, effectivement, dans le mot évaporation, il y a la prestidigitation, mais il y a aussi le lien qui pour moi fait comment dirais-je, la matière même du concept de gaslighting, c'est-à-dire le lien entre la destruction et la négation. Le gaslighting, c'est le lien des deux. C'est-à-dire, il y a une destruction, mais elle doit s'accompagner de négation. Tout à l'heure, je parlais de l'extermination des Juifs et des Tziganes. Dès le départ, très tôt, et moi j'ai traduit il y a quelques années le texte d'Adorno qui a été publié en 1960, essai sur la personnalité autoritaire qui avait été financé par le Jewish Committee, qui était une étude sur le fascisme états-unien. Très intéressante. On voit bien que juste après la Seconde Guerre mondiale, le négationnisme, c'est-à-dire la négation des crimes de guerre définis par le tribunal de Nuremberg, est déjà là. Ce négationnisme qui a donné lieu à une loi, la loi Guesso en France, pour laquelle j'avais milité à l'époque, qui est un phénomène. On peut dire que nous sommes à un moment de négationnisme quasi permanent. Politiquement. Or, cette question-là, qui était exactement la question qu'étudiait Hannah Arendt dans son livre sur les mensonges du Watergate, et elle avait cette phrase assez sidérante où elle disait « Si quelqu'un prétend que Madame une telle est morte, et que Madame une telle n'est pas morte, donc si quelqu'un ment, à un moment, il faudra bien la tuer. »
conclut Arendt. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, entre le mensonge et la destruction, quelque chose se passe qui est exactement ce qui va se passer dans le gaslighting, et c'est pour ça, tu soulignes à juste titre ce terme d'évaporation. Ce qui est très intéressant dans le terme d'évaporation, c'est la dimension de crime parfait. C'est-à-dire, une épouse, pour reprendre le plot, disons, le scénario, une épouse gaslightée, c'est une épouse en apparence qui est en vie. En apparence, elle n'est pas morte. En réalité, tel que Cukor l'a décrit, hein, et on le voit à l'issue de Gaslight, elle est tellement déshumanisée, dévitalisée, pour reprendre un terme que je volerai à M. Pellicot, cadavérisée, elle est tellement cadavérisée, et je dois dire que quand il y a eu le procès Pellicot, moi j'étais vraiment, bon, à vrai dire, pas du tout étonnée par cette histoire, puisque précisément, il s'agissait d'un mécanisme absolument pas à la marge, absolument pas monstrueux, comme des idiots continuent à, ou des négationnistes, je dirais, continuent à le dire, mais il s'agissait exactement de ce phénomène de cadavérisation, en fait. Hein. Pourquoi, selon la norme traditionnelle du mariage, ce qui suscite le désir du mari est une femme morte? C'est ça la question que ça pose. Or, le gaslighting est aussi une cadavérisation. Hein, la déshumanisation, le fait, ce que je disais tout à l'heure, mettre en doute la mémoire de quelqu'un, mettre en doute de quelqu'une, son intelligence, mettre en doute tout ce qui fait d'elle un être humain, c'est... Alors, on pourrait dire à la fin arriver à ce que la loi française qualifie maintenant comme un suicide forcé, hein, qui est une des formes de féminicide. C'est pour le coup une bonne loi qui a été votée il y a quelques années. Ça pourrait être ça. Et de fait, c'est si, comment dirais-je, l'héroïne de Cukor n'était pas à la fin du film sauvée, alors pas enfin ça on peut peut-être en reparler, mais sauvée disons par deux témoins qui vont être présents et qui vont jouer le rôle essentiel du témoin dans cette histoire, ça pourrait finir comme ça, en fait, en crime parfait. Oui, on va y venir aux possibilités de sortir du gaslighting. Il y a l'ironie qui est très importante, on va y revenir. Je voulais juste revenir avant sur les 4 figures fictionnelles féminines que tu utilises à bon escient pour étayer tous ces propos. Évidemment, le film de Georges Cukor est central, vous l'aurez compris, mais vous l'aurez aussi compris en écoutant Hélène, il y a plein de références qui arrivent dedans, qui sont des références de philosophie, de fiction, de politique, de société. Il fallait construire tout ça, il fallait construire cet argumentaire, et donc de prendre Alice, Cassandre, Antigone, Hélène, c'était parce qu'elles sont comme les représentations presque archétypales de certains points, de ces 4 points-là, parce que finalement ça suit presque le déroulé du film de Cukor, les 4 points de gaslighting jusqu'au moment de l'ironie, donc avec Antigone, pour essayer de sortir de cette emprise. Je pense que tout à l'heure, ce que tu disais sur le organique, c'est le mot que tu as employé, non? Je pense qu'effectivement, à propos de l'évaporation le roman précédent, enfin le livre qui était un roman précédent que j'avais écrit, qui s'appelle « 3 femmes disparaissent », m'avait vraiment permis de cheminer aux côtés de 3 actrices, enfin 3 stars hollywoodiennes qui existent, hein, donc qui sont Tippi Hedren, qui a une fille, Mélanie Griffiths, elle-même une star, qui a une fille, Dakota Johnson, elle-même une star, et donc de retracer, c'était une enquête que j'ai menée pendant très très longtemps, avant de trouver la forme même de ce livre, retracer cette généalogie qui commence tragiquement sur le tournage des Oiseaux et de Marny, tel que, enfin, sur le tournage duquel Tippi Hedren manque d'être assassiné, volontairement, je veux dire, hein, par Hitchcock. Donc, je pense que la fréquentation très proche c'est très difficile d'écrire sur des acteurs ou des actrices, parce que je dirais, moi, intellectuellement, j'aurais plus de facilité, même si c'est parce que c'est plus abstrait sans doute, d'écrire sur la mise en scène, mais arriver à restituer quelque chose de l'acteur, c'est difficile, mais je pense que probablement c'est ce qui m'a mené ensuite, enfin encore une fois, j'avais pas trop d'intention en commençant ça, sinon celle d'attendre le moment où la forme même du livre venait, mais d'un côté c'était sans doute pour moi, enfin c'était sans aucun doute pour moi un livre de philosophie politique, mais d'un autre côté il devait avoir la forme qui est la mienne, qui n'est pas une forme académique, oui, qui est la forme de quelqu'un qui écrit des romans par ailleurs. Donc ces figures-là, elles se sont imposées. Alors effectivement, la figure d'Hélène, c'est je pense, en lisant le texte extraordinaire de Barbara Cassin, Les faits sophistiques, que j'ai mesuré
pas seulement, mais que j'ai mesuré. Bon, la question du gaslighting, très vite philosophiquement, elle amène à celle des sophistes, hein, c'est-à-dire à ce type d'argumentation sophistique où la question, disons, telle que comme le dirait Barbara Cassin, telle que la philosophie, la nôtre, dont on hérite, a gagné, ce qui a gagné, c'est plutôt la question de la vérité, a été mis de côté. Et est resté de côté, on peut dire Gorgias, quelqu'un comme Gorgias qui a eu cette idée assez géniale de à la fois écrire une défense d'Hélène, femme la plus haïe de l'Antiquité, Hélène de Troie, femme tellement haïe, tellement demeurée en mémoire comme une sorte de pute sublime, donc pute, enfin vous le mettez dans n'importe quel sens, ce genre d'absurdité de normes, elle fonctionne enfin vous pouvez mettre sublime, donc pute, pute, donc sublime, enfin tout fonctionne et ça n'a aucun sens. Et donc celle qui a causé des guerres. La vraie histoire mythologique, c'est celle d'une petite fille née d'un viol, donc sa mère Léda, qui a été violée par Zeus, un gros oiseau, un gros cygne, qui joue un rôle important d'ailleurs dans Trois femmes disparaissent. Un œuf en est né, d'où est sortie Hélène. Hélène, qui a 10 ans, a été violée, kidnappée, puis qui a été reviolée, rekidnappée. Donc l'histoire d'Hélène, c'est l'histoire d'une série de viols depuis l'enfance, de kidnapping, de rapt et de silence. Car à part l'auteur grec qui était le plus obsédé, enfin le seul même à faire parler les femmes, Euripide, alors lui avait décidé qu'Hélène allait l'ouvrir, elle a fait une pièce entière où ce n'est que Hélène qui parle. C'est la spécificité, je dirais, des personnages féminins dans les tragédies d'Euripide. Mais enfin, à part lui, effectivement, Hélène est muette. Alors, quand Gorgias, dans ces deux textes géniaux d'ailleurs, l'a fait parler, donc il est sophiste, donc il dit « Ok, moi je suis un petit Sicilien paumé qui débarque à Athènes, je vais me faire connaître, je vais prendre la star de l'époque, là vraiment Hélène, tout le monde la déteste, je vais la défendre comme ça, du coup, on va parler de moi. » Il fait l'éloge d'Hélène. Alors l'éloge d'Hélène est un texte absolument sublime par ailleurs, puisqu'il y a un truc très intéressant par rapport au gaslighting et à Monsieur Pellico, pour revenir à Monsieur Pellico, c'est la question de la drogue, en fait. C'est-à-dire, pour prendre la défense d'Hélène, il dit, mais regardez Hélène, en fait, elle a été persuadée, en fait. Elle a pas, je veux dire, elle s'est pas barrée en disant je quitte mon mari, je prends un amant. Non, elle a été persuadée par cette drogue de la persuasion. Sachant que la drogue de la persuasion, ou la persuasion comme drogue, comme forme suprême d'habileté, d'adresse du langage, c'est absolument ce qui est retiré aux femmes dans la pensée grecque. Enfin, à l'époque grecque, il est impossible, c'est genré, je veux dire. Il y a deux choses qui sont genrées, et alors moi c'est ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, que dans l'histoire de la philosophie, la question de la vérité soit retirée aux femmes, en tout cas dans ce moment grec, ça je m'en doutais, je le savais, et il s'agit du contenu, je dirais. En revanche, qu'avant même le contenu, le son même qu'émet la voix d'une femme lui interdise toute forme de discours qui est, pour citer ma deuxième bête noire avec Lacan qui est Aristote, toute forme de suprématie, ça je dois dire que je l'ai découvert en relisant des textes d'Aristote qui sont particulièrement gratinés, qui sont des élucubrations. Aristote, dont nous gardons un souvenir académique de la rigueur argumentative, c'est une blague. Donc des élucubrations qui, sur la base d'une analogie, enfin j'emploie le mot analogie, mais il ne s'agit absolument pas d'une analogie, parce que précisément l'analogie en termes philosophiques, c'est censé être quand même un maximum de rigueur dans la comparaison de deux termes. Donc l'analogie entre les poids du métier à tisser, il aimait beaucoup les métiers à tisser, Aristote, il a beaucoup d'images à base de métier à tisser, donc les poids du métier à tisser qui garantissent la stabilité du métier à tisser, de même que les testicules de l'homme garantissent la gravité de sa voix, d'où il découle, je cite, la suprématie de la voix grave. Alors, qui n'a pas une voix grave, selon Aristote? Enfin, le texte, si vous voulez, évidemment que c'est grotesque, et que c'est un délire haineux. Il y a une haine des femmes chez Aristote qui est
obsessionnel, enfin, qui revient constamment et qui est une folie en fait, hein, si vous voulez. Ce ne serait que ça, à la limite, bon, fais-toi plaisir, Aristote, vas-y, enfin, je sais pas, mais non, le problème c'est, comment dirais-je, la postérité de cette pensée, ce qu'elle a nourri, en fait, ce qu'elle a nourri dès l'époque même, mais pas seulement ensuite. Donc, à qui la suprématie? La suprématie, ça veut dire le rôle politique, hein, ça veut dire le fait qu'une voix puisse être publique, hein, puisse porter sur la scène publique, c'est ça la suprématie. Donc les femmes, les homosexuels, les calamites, alors vous ne savez sans doute pas ce que c'est, ce sont des jeunes gens entretenus par des hommes plus âgés, donc misogynie et homophobie, généralement c'est lié. Et donc à partir de là, avant même qu'une phrase soit dite, hein, et c'est ce que c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de crédibilité, hein, les conditions même dans lesquelles ce qui va être dit et ce qui pourrait être une parole de vérité, c'est impossible. Donc ce qui est très beau dans le texte de Gorgias, c'est qu'il va quand même dire, oui mais Hélène, elle a été cette Hélène muette qui ne peut pas parler, hein, et dont la voix d'ailleurs, et ça, bon, je vous renvoie à un texte extraordinaire pour moi le plus grand écrivain contemporain qui est Anne Carson, une écrivaine poétesse canadienne, par ailleurs très très grande helléniste, dont toute l'œuvre est tissée dans une analyse absolument géniale de tous les textes grecs, et en même temps donc sa propre œuvre poétique. Elle ne cesse de montrer les épithètes, les centaines d'épithètes dans la pensée, la philosophie, la poésie grecque, hein, jusqu'à cette phrase géniale dans Ajax de Sophocle, le silence est le cosmos de la femme. Alors généralement traduit, ça c'est rigolo aussi, par la parure. Alors évidemment on peut jouer sur les mots, hein, mais enfin cosmos c'est pas que parure, à moins de dire que c'est le rouge à lèvres de la femme, le silence. Pourquoi pas? C'est une traduction qui aurait le mérite d'être, comment dire, dont la bêtise misogyne serait au moins explicite. Hein. Donc elle montre, Carson, à quel point chaque épithète qualifiant la parole, la voix, à commencer par la voix d'une femme, va être pas seulement disqualifiée, mais sujet de répulsion, de dégoût, d'horreur, et va, selon un autre grand moment de rigueur intellectuelle, la table pythagoricienne, hein, va être associée à tout ce qui est du côté de l'humide. Hein. Le problème, pourquoi pas, je veux dire, bon, ok, la femme est humide. Le problème, ce sont comment dirais-je, les inférences morales qui en sont tirées dans la table pythagoricienne. Et là-dessus, il y a un très beau texte d'ailleurs de Monique Wittig, qui est assez ancien, qui montre bien qu'il y a un moment quand même où il y a un saut interprétatif dans cette table qui est quand même assez étonnant. Donc, à partir de là, eh ben, on trouve à l'époque même, hein, dont je parle, des tables anatomiques, des tableaux, comment dirais-je, anatomiques, chez Hippocrate par exemple, où la femme va avoir deux bouches, hein, qui sont la bouche parlante, l'utérus, les deux fermés par un même verrou. Pourquoi? Parce que des flux s'en écoulent. Ces mêmes flux qu'on trouve dans les épithètes extrêmement, comment dirais-je, du côté de la répulsion, hein, chez Homère par exemple, hein, tout ce qui est censé être s'écoulant de la bouche de la femme étant comme du sang, étant comme des larmes, étant rien qui n'est susceptible de donner lieu à une rationalité, à une vérité. Et d'où l'histoire, donc tu parlais donc ça j'ai parlé d'Hélène, mais on pourrait citer Cassandre, hein, Cassandre qui constitue sans aucun doute un moment, disons, mythologique, un moment de pensée vraiment intéressant, puisque c'est le premier moment historiquement où la parole d'une femme est articulée à son corps. Alors on pourrait dire que d'une certaine manière c'est ce que fait aussi Aristote, mais c'est ce moment en fait où donc un dieu va, alors c'est le seul dieu qui ne, enfin, viole pas, non je dis ça parce que des fois j'ai l'impression dans notre époque, comment dirais-je, assez fasciste, où que des gens notamment de gauche ont besoin que les fascistes se pointent devant eux en leur disant bonjour, donc en fait je voudrais, par exemple, enfin je sais pas, je voudrais exterminer bon. Enfin, ça se passe jamais comme ça en vrai, hein. De même que jamais un homme ne se pointe devant une femme en lui disant bonjour, je voudrais être violée, hein. C'est-à-dire que le viol se fait et les mesures, comme ce qui s'est passé en Italie déjà depuis l'exécution de Giorgia Meloni, ne sont jamais précédées d'un effet d'annonce. Donc là, étonnamment, le seul moment dans cette histoire mythologique, qui est une série d'histoires de viol, c'est Apollon qui, parce que, et alors là on en revient à la fameuse beauté, parce que Cassandre est belle, je m'endors, veut donc coucher avec elle. Il ne la viole pas.
Et pour coucher avec elle, il lui donne un don qui est donc le don de connaître la vérité. C'est un don qui n'est pas possible dans le monde grec pour une femme. Il n'est pas possible que la femme ait une parole de vérité, puisque, comme notamment Marcel Détienne l'a montré d'une manière absolument sublime, hein, ça ne fait pas partie, en fait, de... la femme ne peut pas posséder ce type d'adresse persuasive, techniquement. Hein. Techniquement et métaphysiquement. Vous allez me dire quel est le rapport entre les deux, il n'y en a pas, mais les deux lui manquent. Donc il lui donne ce don de prévoir la vérité. Elle refuse de coucher avec lui. Il lui crache dans la bouche. C'est intéressant, enfin, c'est beau, enfin je veux dire c'est beau, ça a le mérite d'être clair. Il lui crache dans la bouche, à défaut de cracher son sperme, il crache sa salive dans la bouche. Et là il lui dit, bon, je ne peux pas te retirer le don, mais puisque tu te refuses à moi, puisque tu refuses ton corps à moi, ton corps que j'ai donc lié à une parole de vérité, vous voyez bien que ça n'a évidemment aucun sens si on doit genrer la chose au masculin, hein, ou alors il faudrait interdire, je ne sais pas, par exemple aux hommes moches de parler, ça pourrait être drôle. Hein. Réellement, non mais je dis ça vraiment très froidement et ironiquement, parce que depuis des millénaires que les femmes sont associées à la beauté, on pourrait commencer, ça aurait été drôle pendant mes études de philo, je pense à certains profs que j'avais rue d'Ulm, qui considéraient que les femmes n'étaient pas faites pour philosopher, de dire, eh bien toi, puisque tu es moche, tais-toi. Pourquoi? C'est totalement arbitraire, mais je suis sûre que je peux trouver une analogie aristotélicienne bidon qui va te prouver parce que tes testicules descendent dans un certain sens. Bref, tais-toi. Pour être une prochaine étape. Donc, Cassandre, j'en reviens à Cassandre, il lui dit, ok, je ne peux pas te retirer le don, en revanche, je vais ajouter un codicille. Tu vas dire la vérité, ça, je ne peux pas te l'enlever. Mais personne ne te croira, à commencer par ta famille. Autant vous dire que dans le cercle familial de Cassandre, comme notamment les Agamemnon, la sublime tragédie d'Échille, dont je vous conseille la lecture dans la traduction exceptionnelle de la non moins exceptionnelle helléniste Florence Dupont, il n'y a que ça des meurtres en fait, des incestes, des viols, enfin c'est les Atrides en fait, donc franchement il y a du sang partout, comme dit Cassandre chez Échille, elle dit du sang, du sang, du sang, je vois du sang sur les murs de cette maison, et en face le cœur lui dit non mais c'est bon là, on en a assez des prophètes, répond littéralement, je cite Échille, le cœur. Donc, cette question-là, c'est-à-dire cette question absolument arbitraire, hein, de l'articulation, qu'à un moment, il y a une articulation qui se fait, enfin, pas qui se fait, à un moment, un dieu violeur décide de faire une articulation entre la parole d'une femme et son corps. Hein. Si je peux te violer, si je peux te baiser, si je peux te baiser, rien en fait, il lui aurait sans doute pas donné la vérité ou il la lui aurait... Enfin bref, le fait qu'il y ait un lien, hein, qui soit décidé de cette manière-là, de ce coup de force, et que à partir du moment où elle dit non, toute forme de crédibilité lui soit enlevée, effectivement, ça fait d'elle un moment important. Alors après, il y a Alice. Effectivement, Alice, c'est la Alice au Pays des Merveilles. Il y a aussi une Alice dans le film, c'est la tante de Ingrid Bergman qui a été donc assassinée, enfin, victime de féminicide, puisqu'elle a été étranglée, alors même qu'elle était une très grande chanteuse, cantatrice. Donc cette histoire des chanteuses revient d'ailleurs constamment dans toute cette histoire du gaslighting. Et puis c'est intéressant, c'était intéressant d'ailleurs à un moment, j'ai relu le livre extraordinaire de Gilles Deleuze sur Logique du sens, sur entre autres Lewis Carroll, enfin essentiellement Lewis Carroll, mais effectivement le point de vue, enfin moi le point de vue que je prends n'est pas le même. Si, en termes cinématographiques, c'est vraiment, il y aurait un champ contre champ, c'est-à-dire que Deleuze écrit du point de vue de la folie, hein, du point de vue de celui qui est fou. Ça fait beaucoup de monde ça fait tout le monde sauf Alice, hein, dans Alice au Pays des Merveilles. Moi, dans cette histoire de gaslighting, ce qui me paraissait intéressant, c'était de prendre le point de vue, alors ça n'enlève rien évidemment aux analyses géniales de Deleuze, mais ça enlève c'est-à-dire le point de vue de la petite fille terrorisée qui tombe dans ce trou, dans ce pays qui n'a de merveille que le nom, mais où à un moment elle est face, donc à partir du moment dans le pays des soi-disant merveilles, qui est un pays de cauchemar, il n'y a pas de sens commun. C'est-à-dire que les mots, si vous vous souvenez d'Alice au Pays des Merveilles, par exemple le non-anniversaire, les mots qui sont employés par toutes les créatures de ce pays n'ont pour Alice aucun sens. Elle ne comprend rien à ce qu'on lui dit. C'est une petite fille très bourgeoise, enfin je veux dire, donc, qui, pour l'époque victorienne, qui est la sienne, qui a une très bonne éducation, qui est très intelligente,
qui va être sauvée par son ironie, heureusement, et elle ne comprend rien. Elle ne comprend pas un mot. Et donc, à un moment, elle demande à Humpty Dumpty, mais je ne comprends pas, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, le non-anniversaire? Et puis le mot gloire, vous employez le mot gloire, je ne comprends rien. Et il lui répond, mais ça n'a aucune importance, le sens des mots. La seule chose qui compte, c'est qui sera le maître, un point pour tout. Donc ça, c'est le gaslighter. C'est-à-dire, c'est un rapport au langage qui est le contraire de ce que font habituellement les écrivains, enfin, ce que fait la littérature. C'est un rapport au langage qui est strictement un rapport de pouvoir sur l'autre. Hein. Et puis, il y a le dernier personnage, donc Antigone, notamment, je reprends les analyses magnifiques de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, où, repartant de la pièce de Sophocle, donc il va montrer comment, dit-il, la cité grecque en fait est détruite par l'ironie féminine. Alors comment la cité grecque est détruite par l'ironie féminine? C'est-à-dire que effectivement tout ce qui découle de ce que j'ai dit précédemment, et notamment donc de ce manque de suprématie soi-disant prouvé par Aristote et appliqué très concrètement tout au long de cette période, et avec un grand moment d'ailleurs, un très très grand moment historique de gaslighting qui sont les lois de Solon au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire ce moment, pour en revenir donc à la cité grecque, où les femmes sont, comme dans la tragédie de Sophocle et comme dans la cité grecque, sont confinées dans l'espace, la loi, il y a deux lois en fait, comme dit Hegel, hein, donc la loi qui est celle de la maison, qui est celle des morts, qui est celle des dieux. Et donc à l'intérieur de ces murs, hein, où elles sont confinées, elles doivent veiller au deuil, au respect des morts, et elles n'ont, leur voix jamais ne peut porter dans l'autre cité, qui est la seule en réalité, hein, puisque vous savez que les blancs occidentaux se font quand même une idée absolument farfelue de la soi-disant origine et suprématie de notre démocratie grecque. C'est quand même une énorme blague, cette mythologie. Il s'agit en réalité d'hommes, alors blancs certes, mais qui se reproduisent les uns les autres tout seuls. Hein. C'est ça l'origine grecque, telle que Florence Dupont d'ailleurs a consacré des textes géniaux là-dessus, mais c'est l'idée qui fait tellement horreur aux Grecs qu'il y ait des femmes qui interviennent dans le processus de reproduction qu'on arrive à créer l'origine de la cité comme des sortes de barbapapa, c'est-à-dire des hommes qui vont sortir de terre tout seuls, sans qu'aucune femme n'ait jamais mis la main ou quelque autre organe dans ce processus de reproduction. Donc les lois de Solon, ce qui est absolument inouï comme gaslighting, c'est que d'un côté, les femmes, c'est très proche de ce qui a été formulé récemment par les talibans, c'est quasiment la même formulation, qui est assez géniale d'ailleurs, celle des talibans. Donc les talibans ont dit un truc assez aristotélicien, ils ont dit « la voix d'une femme est une partie intime ». Voilà. Donc, avant de rigoler en disant « nous, on est tellement supérieurs aux musulmans et aux talibans », moi je trouve que c'est intéressant de se demander en quoi par ailleurs cette phrase n'est pas si isolée historiquement. Hein. Et quand on relit effectivement, par exemple, les tables anatomiques, quand on regarde les tables anatomiques de la période d'Hippocrate, et on voit ce que dit Hippocrate sur l'utérus, sur tout ce qui va conduire aux théories absolument farfelu à cette propagande, comment dirais-je, qui a mené à des, je ne sais pas combien de morts, mais enfin beaucoup de morts et d'internements abusifs, qui est la propagande de l'hystérie, qui n'a jamais existé, l'hystérie, hein, sinon à titre de, y compris chez Freud, hein, alors ça, bon, j'ai pas le temps peut-être de m'y attarder, mais enfin, il y a vraiment un moment de retournement où Freud va décider d'arrêter de croire les femmes, non pas qu'il ne les croit pas, il les croit en fait. Il les croit, ça veut dire quoi? Il sait qu'elles sont victimes d'inceste dans leur milieu familial. Parce que c'est ça. Je veux dire, c'est pas croire qu'elles ont volé un bonbon au supermarché ou un rouge à lèvres. Hein. C'est que leur père, leurs oncles, leurs grands-pères, leurs proches, leurs frères les ont violés. Ça commence comme ça, l'histoire de la psychanalyse. Et donc ce moment, qui est documenté, je cite les deux lettres à Fliss très précisément, où il décide d'inventer cette élucubration qui est le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, hein. Donc soi-disant les petites filles désirent leur père, ce qui est quand même assez pratique comme théorie quand vous avez des jeunes femmes qui viennent vous dire qu'elles ont été violées par leur père, pour décrédibiliser leurs paroles. Ce moment historique, il se fait exactement là, hein. Mais il est très ancien en fait, dans cette idée, cette association historiquement permanente de la parole de la femme à son corps, à ses humeurs, au sang qui s'écoule d'elle, au fait que
comme son utérus, son corps entier soit un lieu pathologique, soit le lieu, c'est pas seulement que le corps féminin est le lieu de maladie, c'est que le corps féminin est une maladie elle-même, et que donc toute parole qui s'en échappe n'est que le symptôme de cette maladie elle-même. Comment voulez-vous qu'ensuite, moi quand je suis arrivée rue d'Ulm, j'ai entendu le directeur de la section de philosophie a dit cette phrase, ouvrez les guillemets, je considère que les femmes ne sont pas faites pour philosopher, fin de citation. C'était pas il y a si longtemps, c'était en 89. Donc ça, historiquement, bon moi j'étais incapable de protester à ce moment-là, mais historiquement, ça a une histoire. Hein. Voilà, c'est cette histoire-là que raconte le gaslighting, en fait. Donc c'est une longue histoire du fascisme, pour le dire d'une manière plus ou moins anachronique. Le temps file, on va vous donner la parole dans peu de temps. Je voulais revenir sur cette idée y compris chez des philosophes qui se considèrent comme de gauche et universalistes. Ça, c'est le moment ironique. L'ironie est... Tu le présentes à différents endroits dans ce livre, le gaslighting. L'ironie serait, j'allais dire une arme, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas un outil d'émancipation. Alors émancipation, c'est pas non plus le bon terme d'ailleurs. Ah si, moi j'adore le mot émancipation. En tout cas, c'est un outil qui permet, une fois qu'on a, comme tu l'as expliqué, réussi à prendre la parole, il faut ensuite être cru pour qu'on vous croie. Il y a différents biais, mais l'ironie peut en faire partie. Ça permet de casser un système et un schéma aussi, un fonctionnement souvent un peu intestin. Non, alors l'ironie c'est génial, enfin si vous voulez, moi en tant qu'écrivain qui écrit des romans, écrivaine qui écrit des romans, en tant que kantienne indécrottable, mes fils se moquent de moi parce que je suis toujours aussi kantienne, mais enfin, Kant c'est quand même celui qui s'est débarrassé des preuves de l'existence de Dieu dans la critique de la raison pure et qui a à un moment inventé cette notion de la foi rationnelle, c'est-à-dire qui a substitué à un énoncé qui serait Dieu existe, je crois que Dieu existe. Donc la question de la croyance, en fait, elle est cruciale. Alors, et techniquement, comme écrivain, on voit bien que ça n'est que ça qu'on fait, hein, c'est-à-dire produire un récit qui est une fiction à laquelle un lecteur doit pouvoir croire. Hein. Et c'est vraiment... c'est génial, en fait. Moi, je pense que la littérature est la seule preuve de l'existence de Dieu qui n'existe pas, c'est ma définition de la littérature. Mais donc cette question de l'ironie, pourquoi est-ce qu'elle est liée à la croyance? Parce que toutes ces choses-là, toutes ces élucubrations dont je parle depuis le début, finalement ce sont des mythes, des récits auxquels nous croyons tous collectivement, qui ont été institués arbitrairement, à titre de normes, avec des fonctions d'exclusion de la parole des femmes, par exemple, pas seulement, enfin il y en a plusieurs, des fonctions effectivement d'asservissement, des fonctions d'oppression, etc. Donc la question, alors j'aime beaucoup le mot émancipation parce que je trouve qu'il est une incarnation concrète de ce que serait la liberté, hein, parce que bon, j'aime bien le mot liberté, mais c'est un mot relatif. Oui, c'est un mot abstrait. L'émancipation, je trouve qu'elle peut, et même y compris s'incarner pour un lecteur, si vous voulez, pour le dire autrement, moi, à l'époque où j'ai commencé, il y a longtemps, où j'ai fait des études de philosophie, c'est vrai que j'étais obsédée par l'idée que ça devait, exactement ce qu'on voit d'ailleurs dans la correspondance de Kant, hein, qui a pris la peine sur des centaines de pages de répondre à ses lecteurs et à ses lectrices, dans cette idée que ça doit servir aussi. Hein, ça doit servir en fait, et ça peut servir. C'est même ce qu'il appelle la diététique, la manière dont ça peut servir à renforcer la force de ses lecteurs. Bref, la question de l'émancipation, pour moi, donc elle s'est traduite quand j'ai écrit ce livre d'ailleurs. Et effectivement, il y a deux moyens. Comment est-ce qu'on se sort du gaslighting? On pourrait se demander. Alors, ce que nous montre le film de Georges Cukor, c'est que d'abord il faut des témoins. C'est-à-dire, c'est exactement, je parlais tout à l'heure historiquement du contexte dans lequel a été tourné le film de Cukor. Je repense souvent à cette phrase qu'avait prononcée, oui, je dis comme ça un peu bizarre, mais oui, je repense régulièrement à la phrase que Hitler avait prononcée avant de comment dirais-je, mettre au point ce que les nazis ont appelé la solution finale. Il avait dit cette phrase, qui se souvient des Arméniens? Qui se souvient des Arméniens, donc du 1 500 000 Arméniens exterminés par le régime turc, qui continue encore aujourd'hui, hein, puisque l'État turc est un État négationniste, à nier cette extermination, ce génocide absolument orchestré,
allez, vraiment, si on insiste, hein, dire, allez, ok, il y a eu quelques massacres, mais enfin, on s'est défendu, hein, on s'est défendu. Donc, gaslighting, etc. Donc, c'est cette question du souvenir, en fait. À partir du moment où on ne se souvient plus des Arméniens, où ils sont oubliés, où la destruction est suivie d'une négation elle-même, c'est une répétition générale. On va pouvoir recommencer. De fait, c'est ce qu'a fait le nazisme. Pourquoi je suis partie là-dedans? Ah oui, les témoins. Les témoins, évidemment. Hein. Donc, la question du témoin, elle est cruciale dans cette histoire. Bon, Arendt en parle dans Les origines du totalitarisme. Il est quelle heure? J'ai pas de montre. Non, c'est bon. On a encore un tout petit peu de temps avant de passer à la parole. Arendt elle emploie un mot très beau dans Les origines du totalitarisme, et je le reprends pour essayer de décrire l'expérience même que vit cette héroïne du film de Cukor dans cette non-vie conjugale. Elle emploie le mot désolation. C'est-à-dire, ça va au-delà de l'isolement, mais c'est la désolation qui écrase en fait un être humain, qui déshumanise un être humain qui vit dans sous un régime totalitaire. Donc, exactement comme dans le roman d'Orwell 1984, on voit bien, et c'est très beau d'ailleurs, qu'il faut un témoin. Quel est ce témoin dans le livre? C'est le journal, en fait. Hein. C'est-à-dire l'idée même que, c'est ce que disent d'ailleurs souvent les associations qui aident des femmes victimes de violences conjugales, c'est un conseil qui est donné de tenir un journal. Tenir un journal pour attester de la réalité. Hein, parce que la question du gaslighting, c'est à travers la destruction d'un être humain, c'est la destruction de ce que Arendt appelait la vérité de fait, hein, les vérités de fait, hein, la question du négationnisme, hein, c'est tout ce que Trump fait au quotidien, mais qu'il avait bien commencé avant, lors de son premier... c'était clair dès le début, hein, dès sa première campagne. Ce que fait, bon, je ne vais pas commencer à parler de Mélanie, sinon je vais en parler pendant une heure. Voilà, donc cette question du négationnisme, en fait, donc attester de la réalité même de ce qui est vécu, ou bien trouver, comme dans le film de Cukor, il y a deux témoins qui sont un policier, hein, un bon policier. Alors il y a eu des mauvais policiers avant qui n'ont pas voulu enquêter, qui ont classé l'affaire du féminicide de la tante, et puis arrive un autre policier qui lui a été ému justement, et c'est très beau quand on pense à tout ce que j'ai pu dire sur la manière dont la voix féminine a été historiquement discriminée, enlaidie, décrite comme un sujet de répulsion, de penser que précisément ces deux chanteuses dans l'histoire, et puis cette cantatrice, en fait, donc ce jeune policier avait entendu enfant cette cantatrice, il avait été bouleversé en fait par la voix de cette femme, et au fond il veut enquêter, il veut rouvrir l'enquête, et il obtient que la police rouvre l'enquête pour trouver le meurtrier, précisément par fidélité, pour avoir gardé en lui cette voix. Il y a quelque chose vraiment de très beau là-dedans. Et puis il y a une vieille dame, c'est un personnage absolument passionnant et crucial, hein, je dirais socialement. La vieille dame, c'est aussi, et on pourrait dire évidemment qu'il y a aussi des stéréotypes contre les voix des vieilles dames, c'est le personnage évidemment exclu par la norme, hein, c'est le personnage disons, qui, dans une société hétéronormée, ne sert plus à rien. Hein, ménopause, elle ne peut plus faire d'enfants, elle est plus baisable selon les critères, qui sont des critères dégueulasses, mais qui sont en circulation publique. Hein, je ne vais pas entrer là-dedans parce que tout le monde le sait. Voilà, il suffit de regarder n'importe quoi, d'ouvrir n'importe quel journal pour voir que ce sont des critères de normes qui sont imposés, des critères de beauté, des critères de jeunesse, etc. Et donc, elle est une marginale de la société. Et puis, il y a aussi comment dirais-je, ce préjugé. Hein, moi, j'ai une passion pour les vieilles dames, pour plein de raisons, mais notamment une qui est Miss Marple, l'héroïne de Agatha Christie. C'est-à-dire justement cette figure qui est très proche d'un film de Cukor, de l'enquêtrice. Et de l'enquêtrice qui est réduite comme des figures d'écrivaines historiquement l'ont été, Emily Dickinson, Jane Austen, etc. C'est-à-dire des figures de femmes confinées dans leurs devoirs familiaux,
familiaux, ne pouvant sortir de leur cuisine du tout petit espace domestique dans lequel elles étaient réduites, et qui vont écrire à partir de ça, et qui vont reconstituer le monde entier, comme le fait Miss Marple, qui est capable de résoudre n'importe quelle enquête, à partir juste du boucher du coin, du boulanger du coin, etc. Et donc de l'angle de vision domestique absolument restreint, qui est celui à laquelle une femme est contrainte, et qui plus est une vieille dame, une vieille fille, une fille à chat, etc. Et vous remarquez que tout ça, ce sont des stéréotypes fascistes très actifs, qui l'ont été beaucoup sous la plume de Musk ou de Trump. Voilà, donc c'est cette attaque en permanence et surtout ce double bind, c'est-à-dire double bind, donc là on est dans le gaslighting, double contrainte, vous êtes jeune et belle, vous vous faites violer, vous êtes vieille donc moche, vous êtes exclu de la société, donc du coup on fait quoi en fait? C'est exactement cette question-là. Donc la vieille dame, elle est essentielle dans le film et elle est pipelette. Elle parle. C'est-à-dire, et ça c'est encore un stéréotype que retourne Cukor. Cukor, il est homosexuel, il a un peu l'habitude de retourner les stéréotypes. Et je dirais que d'une manière, comment dirais-je, analogue historiquement à ce qui s'est passé, tout à l'heure je citais le mot queer, ce que les queers aux États-Unis ont fait, c'est-à-dire de prendre un terme qui était une injure originellement, un mot queer qui signifie bizarre, mais bizarre dans un sens extrêmement péjoratif, qui signifie monstre en fait. De dire, ok, vous nous traitez de monstres, très bien, nous prenons le terme monstre, nous l'assumons, on assume le terme monstre et on vous emmerde en fait. Ce que la communauté queer a fait, c'est-à-dire vous ne voulez pas de nous, nous ne voulons pas de vous, la norme ne veut pas de nous, nous ne voulons pas plus de la norme qu'elle ne veut de nous. C'est ce que fait Cukor à la fin de son film d'une manière absolument extraordinaire, et là il révolutionne complètement le film anglais et il fait cette chose géniale, c'est-à-dire, bon d'abord un spine rom-com, donc à la fin Ingrid Bergman n'est pas sauvée d'un méchant homme par un gentil homme, au secours, elle se sauve toute seule, à la différence du film anglais, et elle se sauve précisément par une arme qui est, selon moi, écrivaine, la seule que nous possédons, c'est-à-dire le langage, c'est-à-dire de retourner cette étiquette de folle qui lui est collée par ce pseudo-mari depuis le début, au point qu'il la convainc que sa mère qui est morte en couche, était en fait pas du tout morte en couche, mais internée parce qu'elle était folle. C'est faux, elle le sait, c'est sa mère. Mais lui réussit même à la convaincre de ça, précisément parce qu'elle serait issue, comme nous toutes, mesdames, d'une lignée de femmes folles. Donc elle reprend ce terme, elle s'en empare, et alors ça, je vous laisse voir le film parce que c'est génial ce que fait Cukor à la fin avec ça, et tout est là. Tout est là dans cette ironie. Donc la question, effectivement, c'est puisque notre crédibilité à nous, pauvres femmes, est à ce point-là entamée, eh bien cessons d'accorder notre croyance à toutes ces fariboles et autres élucubrations que j'ai nommées. Il y en a beaucoup d'autres, mais... Mais le temps nous manque. On en a fini. On a le temps peut-être pour une question, mais ça va être... alors, une question, mais qui n'aura pas de réponse, parce que peut-être la réponse va être longue. Je vais répondre par oui ou par non. Il y a la question... il y avait le terme d'enquêtrice que tu as employé m'intéressait, mais ça sera pour une autre fois, parce qu'en effet, c'est comme ça que tu te présentes dans Trois femmes disparaissent ou dans le gaslighting. Tu parles du fait de faire une enquête. Et de Je pense que tout être humain digne de ce nom est un enquêteur, à mon avis, mais sinon, on est... Alors, en ce qui concerne les femmes, ou toute forme, disons, d'être humain qui n'est pas vraiment, qui est un petit peu en situation de désolation, l'enquête c'est une arme de survie. C'est pour rester en vie. Si la femme de Barbe Bleue enquête, c'est pas parce c'est pas un hobby. C'est que si elle enquêtait pas, elle serait pendue à un croc de boucher comme celles qui ont précédé. Voilà, mesdames.